Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans la troisième cérémonie de lauréat LMI. La première était en 2014, la deuxième en octobre 2015 et c'est la troisième en octobre 2016. Cette rencontre sera divisée sur deux parties. La première, on va aborder une thématique très intéressante, d'ailleurs Ashura Mbarouka pour tout le monde. Et c'est un pur hasard qu'on va parler aujourd'hui des enfants. Donc la thématique sera une thématique d'actualité. Donc notre conférencier aujourd'hui c'est quelqu'un de terrain, c'est Yahya Elmir. On a l'habitude, il nous honore toujours avec sa participation, PDG de EMI Capital et créateur de start-up innovants dans plusieurs domaines, dont l'éducation bien sûr. On m'a demandé de partager avec vous mes convictions sur l'éducation au regard de la révolution digitale, qui est en réalité une transformation du monde, comme on l'avait vu l'année dernière à la même type de conférence. Et puis au regard de ce qui se passe dans les grandes multinationales, dans les grandes entreprises qui veulent innover, et dans les startups qui recherchent des talents. Cette révolution digitale, c'est une des révolutions les plus importantes et les plus fortes, les plus impactantes de l'histoire de l'humanité. On l'avait comparé la fois dernière à la révolution de l'imprimerie. La révolution de l'imprimerie avait abaissé le coût de fabrication des livres, il avait permis à un plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder au savoir, et elle avait accéléré le savoir scientifique, le savoir littéraire, dans beaucoup de domaines, plus que tout ce qui s'était fait auparavant dans l'histoire. Et puis cette révolution digitale, elle, sa caractéristique principale, c'est qu'elle permet à n'importe qui a une tête bien faite et qui est passionné, qui a envie de pouvoir innover. Avant, l'innovation, c'était une affaire de gros bras. Il fallait être un État pour pouvoir innover, ou bien une très grande entreprise. Les besoins pour pouvoir innover étaient tellement lourds, tellement difficiles, les barrières tellement fortes, qu'elles étaient accessibles à très peu de monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec les moyens qui existent, simplement depuis chez vous, ici à Rabat, ou à New York, ou à Paris, ou nulle part ailleurs, un gamin curieux, un gamin intelligent, qui est passionné, est capable de faire des choses que des grandes multinationales ne sont pas capables de faire. Ça va nous amener à quelque chose qui est le problème fondamental de toutes les boîtes d'innovation. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, etc. Il y a à peu près 1h30 de ça, j'avais une conférence téléphonique avec une de mes sociétés et on était en train de discuter d'un certain nombre de produits qui ont des potentiels extraordinaires. Et notre problème majeur, c'était celui-là. C'est le nombre de talents, le nombre de gens qui sont capables d'innover, qui sont capables d'avoir une vision globale, qui sont capables de donner du sens. Ce nombre de personnes-là est extrêmement réduit. On estime qu'il est à 2% de la population. Et il est tellement réduit qu'il y a une guerre des talents à l'échelle mondiale. Et cette guerre des talents fait que ceux qui sont ces talents-là, ils valent de l'or. Quand Facebook met 2 milliards de dollars, elle rachète la technologie, mais elle ne rachète pas que la technologie, elle achète le bonhomme avec. Et ce bonhomme-là, qui était quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il pilote 400 ingénieurs. Ça, c'est possible dans notre monde d'aujourd'hui, c'était pas possible il y a 20 ans, c'était pas possible il y a 30 ans. Et on verra pourquoi c'est possible aujourd'hui, pourquoi c'était pas possible. Quand Google, que je citais tout à l'heure, le fondateur décide de nommer un directeur général, il prend quelqu'un qui est un immigré indien, qui aujourd'hui pilote directeur général de Google, et pour être sûr qu'il va bien rester en place et qu'il ne va pas aller voir la concurrence, il lui attribue 600 millions de dollars d'actions. Le PDG actuel de Google, qui a été nommé, qui est un Indien, a eu 600 millions de dollars d'actions. Si on donne 600 millions de dollars à quelqu'un, ça prouve bien la rareté de ce type de talent. Et ces talents-là, pourquoi en fait ils valent aussi cher? Pourquoi ils valent le prix des diamants? Parce qu'ils font la différence. Ils font quelque chose que tous les autres ne sont pas capables de faire. Ils font une différence extraordinaire parce qu'ils apportent une vision, ils prennent de la hauteur, parce qu'ils donnent du sens, et que du coup, ils sont capables de faire eux seuls ce que parfois des dizaines d'ingénieurs, des centaines d'ingénieurs, des milliers d'ingénieurs ne sont pas capables de faire. Et ça, souvent, les gens ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre comment
2 ou 3 personnes, parfois 10, parfois 20, sont capables de faire plus que 10 000 ingénieurs réunis. Et ça arrivait, on a des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter pendant 2 jours, de choses que des milliers d'ingénieurs ont réussi à faire et n'ont pas réussi à faire et que une poignée d'ingénieurs ont réussi à faire. Donc on a toujours cette puissance colossale de l'imagination face à une puissance de production. La puissance de production ne remplace jamais la puissance de l'imagination. Alors la question fondamentale, c'est pourquoi ces gens-là, qui sont capables de faire la différence, c'est seulement 2%. Est-ce que c'est un problème de génétique? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de formation? Alors là, on a une étude très intéressante qui a été faite sur 1500 enfants. C'est une étude qui a été faite dans le temps. Donc on a suivi ces enfants dans la durée, de l'âge de 3 à 4 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et cette étude mesurait la capacité à avoir des pensées divergentes, une pensée divergente. Alors la pensée divergente, c'est pas tout à fait la créativité. Mais on sait que c'est une condition nécessaire de la créativité. Si vous ne pensez pas différemment, si vous pensez comme tout le monde, il y a très peu de chances que vous fassiez quelque chose de différent. Et on a appliqué cette étude-là de manière régulière en mesurant ces élèves et en mesurant quel était le nombre d'élèves qui avaient le taux d'excellence dans cet indicateur-là. Quels étaient ceux qui étaient des génies? Eh bien, le résultat est stupéfiant. Ce résultat est vraiment stupéfiant. C'est que 98% des enfants sont des génies. Et ça, malheureusement, on ne le sait pas. Mais nos enfants, nous-mêmes, nous tous, on a tous un potentiel qui est fantastique. Et ce potentiel-là nous est donné quand on arrive sur Terre. On le récolte, on arrive avec. Et puis, l'étude s'est poursuivie et on a fait le même test 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, on a mesuré combien d'enfants étaient encore géniaux. Et là, le résultat est très intéressant. Seulement 32%. Ça veut dire qu'entre-temps, eh bien, il y a des enfants qui ont perdu leur génie. Et puis on a continué, on a fait le test encore 5 ans après. Et 5 ans après, on se rend compte qu'il y a seulement 10% des enfants qui sont encore des génies. Et puis on a fait le test encore 5 ans après, à l'âge de 25 ans, et là on se rend compte qu'il n'y a plus que 2% des enfants qui sont encore des génies. Et puis on fait ce test-là sur 200 000 personnes pour vérifier que, effectivement, est-ce que ces 2%-là se vérifient. Et on constate que c'est bien 2%. Et alors là se pose la question, pourquoi des gens qui ont un potentiel de génie avec l'âge, un potentiel créatif, un potentiel d'imagination, un potentiel de passion, avec l'âge le perdent? Et là, je vais utiliser une métaphore qu'a utilisé le responsable du programme de l'éducation du futur en Chine, qui doit préparer l'éducation du futur. La Chine a fait des progrès énormes dans son éducation pour arriver à un certain niveau et respecter les standards PISA de performance de son éducation. Mais elle se rend compte qu'aujourd'hui que ce n'est pas suffisant et que si elle veut être un pays d'avenir, elle doit être un pays innovant. Et pour être un pays innovant, la performance ne suffit pas. Il faut intégrer de l'innovation. Et il dit, nos enfants peuvent voler très haut, ils peuvent aller très haut, mais ils seront tenus par 2 ficelles. Les 2 ficelles, c'est l'école et leurs parents. Alors là, je risque de choquer certains d'entre vous parce que au Maroc, l'école est une religion, presque une religion. On a l'impression que, et pour toute une de ces raisons qui s'expliquent, qui sont historiques, pour plein de raisons, que l'école est un passage incontournable pour faire des choses extraordinaires. Eh bien, en fait, l'école, contrairement à ce qu'on imagine, chez beaucoup d'enfants, elle fait l'effet inverse. Elle réduit leur potentiel au lieu de lui donner en fait un champ d'expression. Et on va voir comment. Et les parents, même chose. Les parents, on sait tous, les parents veulent le bien de leurs enfants. Tous, ils veulent le bien de l'enfant. Mais ils ne se rendent pas compte que des attitudes de conditionnement, et là j'utilise un terme que vous connaissez bien dans LMI, des attitudes de conditionnement qu'on répète parce que les autres parents à côté le répètent, parce que l'école nous dit, on croit bien faire, et en fait, sans faire exprès, eh bien, on est en train de réduire le potentiel de nos enfants et leur capacité à s'adapter au futur, leur capacité à tirer pleinement profit de ce qui leur a été donné, et leur capacité à être des personnes complètes, c'est-à-dire des personnes totalement équilibrées, qui sont capables de diriger leur vie.
Alors, comment l'école fait pour réduire ce potentiel-là? Qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle prend? Parce que l'école apporte aussi des choses. Mais pour comprendre ça, il faut revenir à la genèse des systèmes scolaires dans la plupart des pays. C'est-à-dire en France, en Allemagne, au Japon, etc. Quand on étudie les systèmes scolaires, on se rend compte que les systèmes scolaires ont été créés il y a 1 siècle ou 2 siècles. Si je prends le cas de l'Allemagne, le système scolaire allemand a été créé à l'époque prussienne. Si je prends le cas de la France, le système scolaire a été créé au siècle passé. Et quels étaient les problèmes au siècle passé? C'était quoi les enjeux pour ces pays-là? Les problèmes auxquels devait répondre le système scolaire, ils étaient au nombre de 3. Le premier, c'était la standardisation. Ces pays-là n'étaient absolument pas standardisés. Donc il y avait besoin d'unifier, de mettre un minimum de standardisation, de faire en sorte que tout le monde parle la même langue et la même référence. Donc il y avait besoin de cette standardisation. Le deuxième élément, c'est que la préoccupation de ces pays-là, à ce moment-là, c'était la guerre. On se souvient de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a fait 18 millions de morts. Et avant cette Première Guerre mondiale, il y avait plein de guerres. Et puis ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. La guerre était un enjeu vital pour ces pays-là. Et donc, il fallait préparer les enfants à la guerre. Et comment les préparer, les enfants à la guerre? Il fallait préparer que le jour où on a besoin de les envoyer sur un champ de bataille, ils puissent exécuter un ordre sans réfléchir. Et si vous regardez les archives de la Première Guerre mondiale, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis le troisième élément, c'est l'industrie. L'industrie à l'époque était quelque chose de nouveau, et la seule forme d'organisation qu'on connaissait, qui était capable de gérer des milliers de salariés, la seule forme d'organisation, c'était une organisation militaire. Donc dans les industries, on avait des organisations militaires. On avait quelques personnes qui commandaient, quelques ingénieurs, et tout le reste, c'était des exécutants. Et puis on a reproduit ce mécanisme d'avoir des exécutants. Ça, c'était nécessaire il y a 1 siècle. Mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui fait la richesse, la valeur d'une personne sur le marché, c'est pas son côté standard, c'est sa singularité. Ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est pas sa capacité à produire en masse, c'est sa capacité d'innovation. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est pas d'être capable d'envoyer des soldats, parce que même l'art de la guerre a changé depuis. On est maintenant dans des guerres technologiques qui nécessitent, au contraire, des gens qui ont des cerveaux et des gens qui vont les utiliser. Donc l'école a joué ce rôle, et on a continué sur cette voie-là. Et on a continué sur cette voie-là parce que la promesse de l'école, il y a encore 20 ou 30 ans, était une promesse qui était valable. La promesse, c'était d'accéder au savoir. Et il n'y avait pas d'autres endroits pour accéder au savoir que l'école. Il y a encore 20 ans, ou il y a encore 30 ans, nos parents, ou même nous-mêmes, on n'avait pas d'autres moyens d'accéder au savoir que l'école. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai du tout. Et je vais vous donner un exemple du fait que c'est plus vrai du tout. Hier, j'ai demandé à mon fils de me donner en fait la notation d'un cours de Stanford qui a été mis en ligne. Les gens en fait qui connaissent un peu la technologie savent que Stanford, c'est la référence mondiale en termes d'université. Il n'y a pas mieux. Stanford, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 20 prix Nobel. Donc en termes de, je dirais, de qualité de l'enseignement, c'est pas le lycée Descartes, quoi. C'est le top du top. Le cours le plus sophistiqué à Stanford, le plus complexe, c'est le cours d'intelligence artificielle. Ce cours-là est tellement sophistiqué que les étudiants l'évitent, sauf les passionnés. Les étudiants l'évitent parce qu'il va faire baisser la moyenne. Parce que le gars qui donne ce cours-là est une sommité, et comme c'est une sommité, il ne fait pas de cadeaux aux étudiants, il note très sévère, et du coup ça fait baisser la moyenne, et du coup les étudiants n'y vont pas. Il y a seulement 40 étudiants qui suivent ce cours-là à Stanford. Ce professeur, génial, a décidé de mettre son cours en ligne, avec tout ce qu'il faut, les vidéos, les cours, les exercices, etc. Combien de personnes, à votre avis, ont suivi ce cours-là en ligne? Un chiffre. 100 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes se sont inscrites et ont suivi, et 50 000 personnes l'ont suivi totalement, c'est-à-dire du premier cours jusqu'à la fin. Sur ces 50 000 personnes, 5 000 ont passé l'examen final, c'est-à-dire l'examen de Stanford. Et sur les 5 000, 2 500 personnes ont eu le diplôme, ont eu l'examen, face à 40 personnes dans un mode traditionnel. Et quand on a regardé dans le détail, sur les 2 500 personnes,
eh bien la moitié étaient des gamins qui n'avaient pas 15 ans. Tout ça pour dire que l'accès au savoir, il y avait bien sûr, il y a un historique, il y avait l'école avait le monopole du savoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'école n'est pas le seul endroit où on peut acquérir du savoir. Vous pouvez à tout moment commander des composants partout dans le monde, accéder à des cours partout dans le monde, accéder à une puissance de calcul partout dans le monde. Tout ce qui était le monopole des États ou des systèmes de l'État, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir depuis chez vous avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur et une carte de crédit, et basta. L'autre promesse qui était encore valable il y a 20 ans, c'est pour ça que l'école est encore très forte, était valable, c'était de dire, mon fils, fais des efforts, étudie, aie un beau diplôme et tu auras une réussite professionnelle. Ça, c'est plus vrai. Je suis désolé, mais c'est plus vrai. Il y a 20 ou 30 ans, quand on avait ne serait-ce que le certificat d'études, enfin dans le passé, je me rappelle les générations d'avant la mienne, quand il y avait quelqu'un qui avait le certificat d'études, il avait une réussite professionnelle déjà. Et puis ensuite, le certificat d'études ne suffisait plus, il fallait le bac. Et puis ensuite, le bac ne suffit plus, il fallait bac plus 3. Bah aujourd'hui, bac plus 3, je suis désolé, ça ne suffit pas. Je connais plein de licenciés qui n'ont pas de boulot. Je connais des docteurs qui n'ont pas de boulot. Donc cette promesse n'est plus vraie. Et nos gamins le savent. Nos gamins, on n'arrête pas de leur dire « bossez à l'école, vous allez réussir », mais ils savent très bien que ce n'est plus tout à fait vrai. Et puis l'autre élément qui a changé. Quand nous étions jeunes, nous avions peu de distractions possibles. Il fallait les jouer dans la rue, où il y avait un peu la télé. Mais nos gamins, ce n'est pas le cas. Nos gamins ont énormément de choses extrêmement motivantes, stimulantes dans leur quotidien, et quand ils vont à l'école, ce n'est pas du tout stimulant. Les cours dont je vous ai parlé, vous savez combien il a été noté par les élèves qui l'ont noté, parce qu'ils ont la possibilité de dire si ce cours est bien ou pas? 23 000 élèves ont pris le soin de mettre un commentaire et d'attribuer une note au professeur. On a l'habitude que ce soit le professeur qui attribue une note aux élèves. Eh bien, 23 000 ont attribué une note à ce professeur. Et ils lui ont donné une note de 19,5 sur 20, parce que le cours était super. Alors, comment l'école conditionne nos enfants? Elle les conditionne en fait à travers 3 choses, et je vais insister sur ces 3 choses-là, parce que c'est ce qu'on va retrouver après dans les conditionnements de l'entreprise, qui limitent l'innovation. La première chose, c'est qu'on apprend à nos enfants, très jeunes, qu'il y a une bonne réponse. On leur pose une question précise, il y a une bonne réponse. Donc le cerveau de l'enfant enregistre qu'il y a une réponse et c'est gagné. Donc il ne fait plus l'effort d'imaginer plein de solutions possibles, d'imaginer plein de réponses possibles. Et si le gamin est créatif, il imagine, on lui dit « écoute, ce n'était pas la réponse attendue, c'est hors sujet ». Et on ne lui donne pas la totalité des notes de ce qui était prévu, ou on le sanctionne. Donc ça, c'est le premier mécanisme, je dirais, de conditionnement. Mais dans la réalité des entreprises, qu'est-ce qui se passe quand on innove? Quand on innove, la première chose à faire, ce n'est pas de trouver la réponse, c'est de trouver quelle est la bonne question. Et nos enfants n'ont pas été habitués à trouver c'est quoi la bonne question. Quand on interroge Larry Page, le fondateur de Google, sur son rapport à l'école, on lui dit « c'était quoi ton rapport à l'école ?» Il dit « on m'a appris à poser des questions, pas à donner la bonne réponse. » Et c'est une mécanique intellectuelle qui est complètement différente. La deuxième, je dirais, conditionnement de l'école, c'est que quand les enfants font des erreurs, on les sanctionne. Et ce sanctionnement de l'erreur, petit à petit, inhibe toute prise d'initiative, toute prise de risque. Or, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas apprendre si vous ne faites pas des erreurs, si vous ne faites pas des essais. Vous ne pouvez pas être une personne innovante, ou vous ne pouvez pas être une entreprise innovante si vous n'avez pas l'habitude de faire des essais. Ce sont sur une succession d'échecs que l'on construit les succès du futur. Je citais l'exemple de Steve Jobs tout à l'heure. Steve Jobs est réputé et connu pour avoir connu un gros échec avec le lancement de Next qui lui a coûté 400 millions de dollars. C'est sur cet échec-là que s'est bâti le succès de l'iPhone. Le rôle des parents. On l'a vu, l'importance pour les enfants d'avoir en fait un environnement bienveillant. On sait aujourd'hui que pour que le cerveau des gamins se développe, il a besoin d'un cadre et d'un environnement bienveillant. S'ils ne trouvent pas cet environnement-là à la maison, où ils vont le trouver? Dans la mesure où l'école n'est pas un environnement bienveillant, c'est un environnement de compétitivité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que la course au diplôme toujours le plus élevé, la course fait qu'on reproduit à la maison ce que les enfants ont déjà à l'école.
c'est-à-dire un environnement compétitif. Et en reproduisant, et au Maroc c'est un peu le cas, mais c'est gravissime dans certains pays comme le Japon, comme d'autres. En reproduisant ces mécanismes-là, on enlève les espaces de liberté aux enfants qui leur permettraient de développer d'autres aptitudes, d'autres qualités, d'autres choses. Alors, c'est quoi le futur? Le futur, ma conviction personnelle, c'est que, comme tous les systèmes qui ont un certain temps et qui, à un moment donné, sont arrivés à leurs limites, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les entreprises, etc., à un moment donné ou à un autre, cette révolution digitale, elle va changer la donne. Elle ne va pas changer la donne en transformant ces systèmes, parce que c'est excessivement difficile de transformer un système existant. Elle va changer la donne en proposant des choses qui sont différentes, et les gens vont, pour certains, tester ces choses différentes, et pour certains, ça sera des succès. Et on sait qu'à partir du moment où on atteint un seuil de 10% de la population qui a basculé, c'est l'ensemble de la population qui bascule. Je vous donne un exemple simple. Les premiers smartphones. Très peu de gens osaient utiliser des smartphones. Et puis, il y a eu 1%, 2%, 3%, 4%. On connaît les courbes. On sait qu'à partir du moment où vous avez 10% de gens qui utilisent des smartphones, vous avez gagné, c'est tout le monde qui finit par les utiliser. C'est la même chose dans tous les domaines. Et ça sera la même chose dans l'éducation, ça sera la même chose dans la santé, ça sera la même chose par ailleurs. Hassan, je te passe la parole, et puis on va passer aux questions-réponses. Merci.